et Laura sont allés mener l'enquête sur le dispositif Génération Quoi. Retrouvez les images de leur micro-trottoir ainsi que des tables rondes organisées par Animafac. Mais je me demande qu'est-ce qu'il en pense, Anne Hidalgo, de notre génération. Bah, on est allé lui poser la question à l'image. C'est quel métier aurais-je, quoi faire de ma vie. Mais... La crise économique en France m'inquiète, en Europe aussi. Et moi, j'envisagerais plutôt de ne pas essayer de mon mieux. Je ferais de mon mieux pour ne pas travailler en Europe. Essayer au mieux d'avoir un emploi dans un pays qui est en croissance. S'épanouir. Il faudrait que ce soit les deux, qu'on puisse gagner de l'argent en s'épanouissant. Pour moi, ça sera une façon de s'épanouir. Moi, je veux les deux. C'est une génération un peu perdue, je pense. La débauche. Pessimiste. Ironique. C'est un projet plutôt transmédia. Voilà, on dit même un média éphémère qu'on crée avec Europe 1, Le Monde, France Télévisions et un gros site internet. Donc ça consiste à essayer de mobiliser pendant un temps long, au moins 2 à 3 mois, tous ces médias sur la question de la jeunesse. Donc pour ça, on a fait une série documentaire qui va passer les 15 octobre et 22 octobre dans la case infrarouge de France 2. Chaque rédaction fait des sujets. Et puis surtout, le centre de ça, c'est un questionnaire en ligne, un gros site que vous trouvez en tapant Génération Quoi. Voilà. Mais en même temps, prendre conscience qu'il y a une génération là, qui a son unicité et qui a des choses à dire, et surtout qu'on empêche, qu'on n'entend pas. Voilà. Donc l'idée c'est, allez-y, on veut vous entendre. Les jeunes engagés qui font des trucs, qui sont dans des assos, ils se diraient peut-être moins que les jeunes sont hyper individualistes. Et voilà, après je pense qu'il y a aussi cette question du stéréotype qui est véhiculé, du cliché, mais ça à cause de quoi je pense qu'il y a plein de raisons, quoi. Et donc je l'ai mis sur le dos d'un système, je ne veux pas bouger la personne, ou ça m'a juste choqué en fait, quoi. Mais c'est dramatique, quoi. Ouais, c'est vraiment dramatique. Et ça se retrouve autant quand on cherche un appartement que quand on cherche un job. C'est qu'il y a un gros manque de confiance aussi. C'est un fossé générationnel, voilà, qu'on peut caractériser par plein de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'une génération n'arrive plus à trouver sa place. Moi, je suis frappée dans mes rencontres avec les jeunes de votre génération par ce besoin de recherche de sens, peut-être parce que les crises successives sont passées par là, peut-être parce qu'il y a un certain nombre d'illusions, de bastions qui sont tombées, mais en même temps, il reste une sorte de foi dans l'avenir et la volonté de réussir sa vie. Donc moi, je vois une belle génération. Les caméras de Télé Sorbonne sont sur tous les campus parisiens et rien ne leur échappe. Et la preuve avec ce reportage où nous sommes allés filmer la rentrée culturelle à Paris 3. Images. Bonjour, je m'appelle Laura Pardonnet, je suis chargée de l'action culturelle au service culturel de Paris 3. Pendant cette semaine, on invite l'ensemble de nos partenaires, de nos structures avec lesquelles on travaille en billetterie d'abord, donc tous nos théâtres partenaires viennent tout au long de la semaine présenter leur saison. À côté de ça, on invite aussi les associations, les compagnies étudiantes qu'on parraine pour cette année, les intervenants d'ateliers, voilà, pour essayer de faire vraiment une grande semaine festive dédiée à la culture au sein de l'université. L'espace 1789, c'est un lieu culturel qui cumule salle de cinéma, art et essai, et on est une salle de spectacle à dominante danse. On accueille aussi des concerts et du théâtre. Ah ! Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever. C'est un spectacle qu'on a proposé l'année dernière grâce à la TEP, à l'université. Et donc ils nous ont invités cette année à justement de donner des extraits pour faire voir aux gens ce qui était possible de proposer ici. Ici on fait un poubelle pong, donc c'est organisé par l'Eurefed. Donc en fait le principe c'est on a des balles de ping-pong avec des déchets dessus et on doit les mettre dans les poubelles correspondantes. Donc on a la poubelle jaune pour le plastique, la poubelle blanche pour les ordures ordinaires et puis la poubelle verte pour le verre. La Maison de la Poésie, c'est un théâtre avant tout.
On l'appelle maintenant une scène littéraire. C'est-à-dire que c'est un endroit où on présente essentiellement des événements, des spectacles autour de la littérature et plus particulièrement de la poésie sous toutes ses formes. La programmation culturelle de cette année universitaire sera très riche. On propose toute une série d'ateliers semestriels et annuels gratuits autour de plusieurs médias, plusieurs supports. On a des ateliers de théâtre, d'improvisation, d'initiation, des ateliers d'écriture, des ateliers de radio, de cinéma. On essaye de s'ouvrir à des nouveaux champs, de toucher des nouveaux étudiants, notamment avec ces ateliers, des ateliers de photographie aussi qui connaissent un vif succès. Ce qu'on a organisé depuis l'année dernière et ce qu'on continue donc cette année, c'est un espace jeu vidéo à l'université. Que le jeu vidéo est aujourd'hui la première industrie culturelle, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, comme en termes de pratique, vraiment de temps consacré aux jeux vidéo. Il y a énormément de richesse dans ce média. On est deux compagnies qui sommes en partenariat avec le service culturel de Paris 3 cette année. Donc on a chacune de nous une résidence qui est organisée d'une semaine. Celle des Voyageurs sans bagages, c'est du 18 au 23 novembre. Et celle des Hieronymus, c'est la première semaine du mois de février. T'arrives à me faire un petit topo là sur le prochain sujet? Oui, c'est sûr, les vendanges à Montmartre. Il y a des vignes à Montmartre? Oui, c'est ils font des récoltes en octobre. Et cette année, ils ont fêté l'amour. Ah ouais? Mais tu vois, moi je me pose la question, je me demande si on supprimait les publicités sur l'alcool, est-ce que la consommation des jeunes diminuerait? Écoute, ça tombe bien, parce que Shaima et Ophélie sont allés poser cette question. Ok. Donc image. Qu'il soit consommé en famille ou entre amis, le vin a toujours une place de choix sur les tables françaises. Et c'est à ce produit du terroir que Montmartre a rendu hommage de manière festive du 9 au 13 octobre dernier. Du vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. Oh my goodness, really? Plus elle boit, plus elle a soif. Lisbeth, stop now. Lisbeth! Je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin. Really? Stop now. Ah, c'est très bon. Lisbeth! Il y a les globules rouges. Il y a les globules blancs. Peut-être qu'il y a aussi les globules rosés. Lisbeth! Cheers! Cependant, la législation autour du vin risque de se raidir dans les semaines à venir. Interdiction d'en faire la promotion sur Internet, d'en parler positivement dans les médias, augmentation des taxes et durcissement du message sanitaire seraient prévus pour limiter l'abus d'alcool. Ces mesures seront-elles opportunes pour les professionnels du secteur? C'est important de faire la promotion de la filière viticole et vinicole, étant donné que ça touche le terroir français, ça touche les mœurs françaises et c'est notre façon de vivre. Donné qu'on sait très bien que c'est pas avec le vin que le souci, ça va être quoi? Ça va être les gens qui boivent de trop, qui vont saouler, l'alcoolisme. C'est pas en grande majorité avec le vin qu'on va se saouler le plus, ça va être plutôt ce qu'on va trouver en alcool fort. Étant donné que le vin, c'est plutôt, on va dire, un produit de luxe, de qualité. Je suis tombé amoureux et pour rien au monde, j'arrêterai la consommation d'un vin. 5 ans. 5 ans. 5 ans qu'on Bah suit ouais. les Sorbonnes. Bah ouais. Non mais tu sais que c'est 2 événements. Un rallye et une soirée. Bah image. Retour en image. 5 ans ça fait 5 ans. C'est énorme. C'est énorme, c'est beau. Bonsoir à tous, bienvenue au Red Light pour cette 5e édition des Sorbonnales. Alors les Sorbonnales, qu'est-ce que c'est? Les Sorbonnales, c'est un rallye. Ça s'est passé samedi dernier, il y a eu plus de 150 étudiants qui ont participé à des 16 équipes sur la Sorbonne, quartier latin, sur Clignancourt, le nouveau centre universitaire. Nous avons donc l'équipe gagnante qui est Histoire 2. Je vous appelle, passez par ici. Applaudissez l'Histoire. Bravo à vous.
d'abord, je voudrais vous poser une ou deux questions. Simplement, comment est-ce que vous avez trouvé ce rallye cette année? Et c'est Clignancourt qui gagne surtout, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a une épreuve que vous avez trouvée particulièrement dure? Non. Franchement, tout est mon cher ami est très vantard, mais l'épreuve de là, c'était bien dur en tout cas. Je voudrais simplement remercier bien sûr nos partenaires. Il y a la Banque Populaire, la MGEN, la Diastème, Infopresse. Voilà, merci à vous. Dédicace à Télé Sorbonne, à Lulu, Barbara et à tous les autres. Et j'espère qu'on va passer une bonne soirée ce soir. Bonjour Louisette. Bonjour Maryse. Alors Louisette, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a le Stupid Phone. Le quoi? Le Stupid Phone. Alors Louisette, imaginons que Jean-Michel a faim et qu'il a faim tout de suite. Est-ce que la 399 peut m'aider? Tout à fait, avec le 399G, vous faites bouillir vos pâtes en quelques secondes. Mais Maryse, si demain vous croisez quelqu'un qui a un accident dans la rue, que faites-vous? Eh oui, vous voulez dire par exemple une crise cardiaque? Par exemple? Eh bien la 399 est aussi là pour ça. Et dans les grandes étapes de la vie, le Stupid Phone ne vous laissera jamais tomber. Je n'aurais pas dit mieux. Tout à fait. Dans les grandes étapes, mais aussi dans les petites. Eh bien Louisette, me voici tout à fait convaincue. La 399G, je vais me la procurer de suite. Tout à fait. À la semaine prochaine Louisette. À la semaine prochaine Maryse. Je reviens de la Nuit Blanche. Ouais, la Nuit Blanche. Ouais, j'étais avec Lucie, Laura et Clélia. C'est vrai. Oui. Alors on a visité le carreau du temple. Le carreau du temple, mais je connais pas. Alors en fait, c'est un truc. Oh, mais mon Val, t'es tout fatigué? Oui. Tu sais quoi? Je m'occupe de lancer les images. Va te taper un petit rampillon. Oui, oui. Et t'inquiète pas. Mais ils disent à ce que c'est le carreau du temple. Ok, ça marche. Bon bah, image. Le carreau du temple a été conçu dans les années 1860 par le même architecte que la halle du Parle de la Villette. C'est une construction aérienne faite de verre et de métal. C'est ensuite devenu le marché vestimentaire de Paris. À l'époque, le bâtiment était 3 fois plus grand, s'étendant jusqu'à la rue du Temple. Puis, en 1906, il est réduit à 2 halles. Il sera par la suite transformé en parking avant d'être sauvé en 1982. Des fouilles archéologiques sont alors commencées avant que le bâtiment soit classé au monument historique. Alors en 2001, quand Bertrand Delanoë a été élu à la mairie de Paris, il a été décidé que le carreau serait rénové. Et pour rénover ce bâtiment, la première chose qui a été faite, c'est de faire appel aux habitants de Paris, et notamment du 3e, de façon à ce que les habitants puissent proposer des projets. Sont apparus 3 types de projets différents. Un projet centré sur la culture, un projet centré sur le sport, et un projet mixant sport, culture, événementiel. Que ces 3 projets ont été proposés dans un référendum d'initiative locale. De peu, le projet qui a gagné, c'était le projet mixte avec du sport, de la culture et de l'événementiel. Désormais vraiment ouvert à tous, ouvert pour tous, 6 jours sur 7. Merci.
le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón touche enfin du doigt son rêve, faire du jamais vu dans le blockbuster. Après avoir réalisé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Les Fils de l'Homme, où Clive Owen tire la même gueule que lorsqu'on lui a annoncé que Daniel Craig serait James Bond, on lui dit mon petit Alfonso, on va mettre les moyens pour que tu t'amuses. Explosion à gogo, 3D de ouf et meuf en combi d'astronaute. Alors lui s'est dit mon grand Alfonso, c'est pas le moment de te tresser un sombrero. Il te faut le concept. Cameron avec Abyss avait fait un film entièrement sous l'eau, t'as qu'à choisir un élément. La terre, le feu, l'air. Et là bam, idée de génie, il va faire l'air sans air, comme du feu qui brûle pas, avant-gardisme, cinéma européen, champignon mexicain. Extrait. Du coup, ils ont inventé le Lightroom, une nouvelle technologie qui claque grave avec collaboration de la NASA et du bricomarché du coin. Tout ça pour que George Clooney passe d'une capsule à l'autre. Ceux qui ont compris la blague l'expliquent à leurs voisins. Contrairement à Elysium, le concept tient toutes ses promesses. Le film joue avec le minimalisme et le vide de l'espace. Comment investir l'espace quand il n'y a rien pour le limiter? Comment filmer la pesanteur? Le réalisateur se frotte à ses défis de réalisation avec brio. Ah, dernière chose, pour les midinettes qui chausseraient leurs lunettes 3D dans l'unique but de voir George Clooney, on ne voit sa belle gueule que par la visière. Mais ne vous inquiétez pas, par 2 ou 3 mots bien placés, il fait encore son effet. Ah, toute dernière chose, pour les pervers qui souhaitent voir le film uniquement pour le visage inexpressif et refait de Sandra Bullock, ce film est aussi pour vous. Alex et Samuel sont allés interviewer Alexandre Romanès. Le fondateur du cirque Romanès revient sur la polémique autour de la communauté rome. Image. Ces gens du voyage ne le sont plus vraiment. En 1973, ils ont fait le choix de se sédentariser. Moi, je crois que toute la misère du monde vient de la sédentarisation. Avec le monde moderne, vous voyez bien que tout le monde doit marcher au même pas, tout le monde doit faire les mêmes choses, tout le monde doit penser pareil. Donc des gens qui ont le nomadisme dans la tête, c'est mal vu, quoi, c'est pas bon. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. Moi j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Nous les Tziganes, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, d'être à côté de la société, pas être complètement inséré dedans. Mais c'est difficile. Mais on a vécu comme ça pendant des siècles. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer. On a du mal à s'intégrer à ce monde, mais je me demande s'il n'y a pas des millions de gens dans ce pays qui ont du mal à s'intégrer justement. Et des gens qui sont nés ici de parents français, français de souche. Il y a des terrains partout qui permettent des aménagements et qui permettent d'insérer ceux qui, encore une fois, respectent nos règles. Dans la banlieue parisienne, il y a une municipalité. Elle a aménagé un terrain pour les Tziganes, un terrain assez grand. Et ils ont acheté des caravanes, ils en ont acheté beaucoup. Il y en a peut-être, je sais pas, 60. Et ils ont enlevé toutes les roues. La France n'a pas les moyens de les accueillir décemment, de leur fournir un emploi, de les reloger, de les nourrir ou de les soigner. Chez nous, les gens, quand ils arrivent à faire un peu d'argent pour pouvoir manger le lendemain, ils ont assez. Les Roms sont très bien intégrés en France. Vous trouvez? Parfaitement. Ils ont le même mode de vie que les Français. Tout d'abord, ils sont au chômage, comme eux. Pas faux. Tout comme les Français, ils vivent dans la précarité. C'est vrai aussi. Comme nos compatriotes, ils renoncent aux soins dentaires. Oui. Et comme les Français, ils sont heureux quand ils trouvent une pièce de 20 centimes par terre. Ne te moque jamais des riches. Ça pourrait arriver. Ah non, mais écoute, la montée de la clarinette en mode piano forte, mais... Ouais, ah, j'étais... J'avais la larme à l'œil, je tremblais, j'avais les poils. Ah non, mais... Non, mais demandez le programme. Séquence musicale. Un sujet de Jonathan. J'ai en charge principalement donc l'orchestre et le chœur Sorbonne Université avec évidemment mon collègue et ami Ariel Alonso qui est chef du chœur et moi je suis plus particulièrement directeur musical de l'orchestre.
C'est notre 3e saison. C'est une saison particulièrement importante, enfin à marquer d'une pierre blanche, puisqu'elle inaugure une série de concerts de musique de chambre. Il nous a semblé très important de constituer au sein de notre groupe, qui est donc constitué majoritairement d'étudiants de l'UFR de musique et musicologie, mais pas seulement. Quelle que soit leur provenance, ce sont d'excellents musiciens et très motivés. Donc nous avons décidé de constituer au sein de ce groupe des ensembles de musique de chambre. Je suis étudiante en L3 de musicologie à la Sorbonne, donc Paris 4. Et je suis dans l'orchestre depuis... C'est ma 3e année dans cet orchestre. Quand je suis arrivée en L1, en fait, je suis arrivée directement dans l'orchestre. Et je fais aussi la régie dans cet orchestre. Ça fait 13 ans que je fais de l'alto. J'en ai fait dans divers conservatoires. J'ai fait du coup des orchestres de plusieurs conservatoires à La Rochelle et sur Paris. Et c'est sûr que l'orchestre de la Sorbonne, c'était aussi pour valider mes UV, mais aussi pour avoir une autre expérience avec d'autres étudiants, d'autres gens qui veulent aussi se professionnaliser. Et du coup, c'est très intéressant. Je suis entrée dans l'orchestre l'année dernière aussi, en première année. J'ai passé un concours, il y a une petite audition avant de rentrer dans l'orchestre en fait. L'année dernière, on est parti faire une petite tournée en Italie au mois de juillet, donc avec tout l'orchestre. On a profité de cette semaine déjà pour mieux se connaître, travailler différemment parce que les lieux n'étaient pas les mêmes. On en a profité pour travailler la musique de chambre avec les encadrants du CNSM qui sont là avec nous. Et donc c'est vraiment une super expérience parce que du coup, on s'est tous un peu rapprochés. Chaque pupitre s'est un peu mélangé, du coup c'était vraiment sympa. Bon Val, on va chercher le mot de la fin. Okay, on y va, okay, alors go. Il m'a l'air d'être là-bas. Ouais, il est là-bas. On va lui demander. Allez. Alors est-ce que tu as le mot de la fin? Oui, soleil. Non mais c'est bon? Tu l'as pas? Ouais, non. Oui, ça, tu vois, tu peux aller là. Et ensuite, par là. Tu fais vraiment une tête, mais pas du tout d'accord. Donc c'est... Ouais.